Salut et bienvenue à toi sur cette chaîne où on parle d'agrobusiness, d'entrepreneuriat et d'agritech. Oui, on parle d'agritech ici parce que Djangolo, c'est une entreprise qui utilise le numérique pour pouvoir digitaliser les processus et les opérations dans les différentes chaînes de valeur agrobusiness. Notre activité quotidienne consiste en fait à observer ce qui se passe dans les différentes, observer les interactions entre les différentes entreprises de la chaîne de valeur agrobusiness, d'identifier les points positifs, identifier également les points négatifs, trouver les moyens de pouvoir mitiger en fait les problèmes existants. Et dans le cadre des vidéos que nous faisons sur notre chaîne YouTube, il est question pour nous de partager avec vous les découvertes, les apprentissages, les leçons que nous tirons justement de cette observation. Alors l'idée est de vous permettre à vous de pouvoir justement saisir par rapport à tous les problèmes qu'on peut lister ici, de pouvoir identifier les différentes opportunités qui peuvent vous permettre de lancer votre propre activité. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose qui est essentielle dans toute la chaîne de valeur. C'est l'intermédiation. Parce qu'on a beau produire, on a beau faire ce qu'on veut, à la fin, il faut pouvoir vendre. Et habituellement, la vente, c'est le point où les gens se font en général le plus d'argent. Du coup, dans notre écosystème, il y a, comme dans plusieurs autres écosystèmes, des personnes qui préfèrent se mettre à ce tronçon. Sauf que on a des actions qui sont positives pour l'écosystème dans la liste, dans les activités des intermédiaires qu'on a actuellement au Cameroun. Mais on a aussi des activités qui sont discutables. On va dire ça comme ça. Alors dans cette vidéo, je me propose en fait de partager avec vous un ensemble d'éléments que nous avons constatés en monitorant justement la chaîne de valeur, un ensemble d'éléments positifs donc, et puis un ensemble d'éléments négatifs. Alors l'idée c'est de véritablement permettre de faire qu'on puisse questionner, qu'on puisse challenger effectivement ces différents processus. L'idée aussi est pour nous est d'apprendre de vous, c'est-à-dire si vous avez une certaine expérience ou alors si vous avez une certaine perception de comment, des procédés qu'on pourrait déployer pour pouvoir optimiser les choses dans ce sens, merci de les laisser en commentaire. Donc, avant de commencer, je vais vous inviter, tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, n'hésitez pas à souscrire et n'hésitez pas effectivement à la fin de la vidéo à partager pour avoir le maximum de personnes qui rejoignent la communauté afin qu'on puisse avoir un peu plus d'impact sur le développement de l'agrobusiness au niveau de l'Afrique. Alors, je vous reprends dans un instant. Parler de l'intermédiation, mais avant de parler de l'intermédiation, il faut comprendre pourquoi est-ce que nous, on partage cette vidéo avec toi. Alors, il est question de comprendre que pour nous, on veut partager justement avec toi les différents éléments qui vont te permettre de comprendre d'abord comment est-ce que ça se passe, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ne savent pas en fait ce qui se passe, les transactions qu'il y a dans le domaine justement de l'achat, de la vente de produits, par exemple comme des céréales, que ce soit localement ou à l'international. La deuxième chose, c'est de comprendre aussi ce qui se fait et quel est l'impact négatif que ce qui se fait actuellement a. Question de comprendre en fait où est-ce qu'on va en fait pour l'avenir. Mais trois, sera aussi question pour vous de comprendre en fait quelle est l'opportunité que les actions positives ou négatives actuelles peuvent représenter pour le lancement de votre propre entreprise. Donc c'est véritablement pour ça qu'on fait ce passage. J'espère donc que vous allez prendre bien note de ce qui va être dit afin de pouvoir vous faire votre propre analyse. Et bien entendu, à la fin, n'hésitez pas à laisser en commentaire tout ce que vous avez comme feeling par rapport à ça. Et bien entendu, si vous avez eu aussi des expériences dans ce sens, n'hésitez pas à partager parce que nous, la raison pour laquelle on partage, c'est pour pouvoir trouver les moyens ensemble de pouvoir améliorer notre écosystème. Donc, sans plus tarder, je vais commencer justement, je vais faire mon analyse en fait en deux phases. La première phase, je vais essayer de présenter les actions concrètes, négatives de l'intermédiation telle qu'elle est faite actuellement sur le terrain. En deux, je vais donc je vais vous présenter aussi les aspects positifs de l'intermédiation quand c'est bien fait. Et ensuite, on va essayer de discuter pour voir à peu près quelles sont les choses qu'on peut optimiser en fait. Alors, pour démarrer, je vais donc commencer par un exemple très pratique, très simple. Donc, cette semaine, on a eu 10 personnes qui sont venues. On a eu, comme chaque semaine, on a des centaines d'entreprises ou bien de personnes, des individus
qui viennent donc vers nous pour pouvoir se sourcer en matière première. Et en général, ce qu'on fait, on a notre processus en interne pour pouvoir faire un certain nombre de filtres. Mais là, je vais parler particulièrement d'une demande qui est revenue pratiquement 10 fois, 10 à 12 fois en fait. Donc, ce qui se passe en fait, c'est qu'on a donc des personnes qui sont venues vers nous, chacune avec sa demande en termes de quantité et en termes de prix. Et les prix allaient, justement, je ne vais pas vous donner le montant, on va faire pour un exemple, je vais vous prendre 200 francs. Supposons qu'il s'agissait par exemple d'un achat d'un produit, et je peux vous dire le produit, il y a eu le soja, il y a eu le maïs en fait, et c'est pratiquement le même scénario pour les deux. Donc prenons par exemple le soja, et supposons que le soja est vendu peut-être à 250 francs, ok? Donc supposons qu'on a un producteur qui vend son soja à 250 francs, et puis on a en face 10 intermédiaires. Tenez-vous tranquille, c'est 10 intermédiaires qui ont exactement le même fournisseur. On se comprend? Donc, en gros, on a une personne qui a dit, peut-être sur un groupe WhatsApp, j'ai besoin de 150 tonnes de soja, par exemple. Et ce qui se passe en fait, c'est que tu as un gars du groupe WhatsApp qui a donc commencé à rechercher du soja. Sauf que lui, quand il recherche le soja, sur la base du prix, du prix qu'il recherche, il va mettre une commission de 10%. Alors lui va passer le message. Et ensuite, on a une deuxième personne qui va reprendre le message de cette deuxième personne et relayer tout en mettant ces 10%, ces 10 francs, pardon, pas 10%, mais 10 francs de commission en plus. Donc ça veut dire que la commande initiale, c'est-à-dire que la commande, en supposant qu'on a un producteur par exemple qui peut vendre son soja à 250 francs, quand on a 10 intermédiaires, au final, l'acheteur qui peut être un acheteur international, il va recevoir, par exemple, le prix qui, en fait, est un prix qui inclut les commissions de 10 intermédiaires. Donc, cette semaine, on a justement eu 10 personnes et après analyse, on s'est rendu compte qu'en fait, les 10 personnes en fait, étaient des intermédiaires pour la même commande, pour exactement la même commande. Donc, ceci a un effet négatif direct, à la fois sur, en fait, pratiquement sur tout le monde, sauf les intermédiaires. Et je pense même que si on pousse bien le bouchon loin, ça a aussi un impact négatif sur les intermédiaires. Alors, c'est quoi l'impact négatif? Il y a 3 impacts négatifs. Le premier impact négatif, c'est que le producteur qui, en fait, vend sa marchandise à 250 francs le kilogramme, en fait, ce serait intéressant pour cette personne de rapidement se libérer de sa marchandise et vendre super rapidement et pouvoir passer à autre chose et relancer sa production. Parce que du stock, du soja, par exemple, qui est stocké, en fait, c'est un soja qui coûte pour rien. Le stockage coûte cher. C'est-à-dire que si on suppose, par exemple, que le producteur a stocké son soja pendant, je ne sais pas moi, 2-3 semaines, en fait, ce qui va se passer, c'est que il peut avoir, il y a des risques, hein, il y a des risques par exemple que le magasin prenne feu ou ce genre de choses. Donc, et même si le hangar appartienne au producteur ou pas, il y a des coûts qui sont liés au stockage de tout produit. Donc, ça veut dire qu'en fait, pour le producteur, c'est super intéressant de pouvoir libérer le plus rapidement possible sa marchandise. Sauf que si on a plusieurs intermédiaires qui sont dans la chaîne, en fait, ils ne vont pas vouloir vendre au prix le plus accessible, puisque chacun va vouloir avoir un pourcentage sur le prix en fait qu'il va vendre à l'acheteur. En fait, ils vont donc freiner. Ça va donc ralentir en fait la vente de la production du producteur, ce qui va lui rendre les choses un peu plus complexes. Ça, c'est le premier côté où en fait on perd de l'action. La deuxième chose en fait, c'est que du côté de l'acheteur, parce qu'il faut savoir que les acheteurs sont des acheteurs qui peuvent être au Cameroun, qui peuvent être hors du Cameroun. Et en général, ce qu'ils font, c'est qu'ils demandent, ils passent des messages en fait dans plusieurs pays. Et puis, supposons par exemple qu'on avait un acheteur au niveau peut-être de la France ou bien du Pays-Bas qui dit « Je suis prêt à acheter du soja à 270 francs ». Et qu'on a le producteur qui vend par exemple à 250 francs. Techniquement, si on a un intermédiaire, l'intermédiaire peut se faire 10 francs par kilogramme de soja et permettre au vendeur de vendre à 260 francs, c'est-à-dire 270 francs peut-être plus cher. Supposons même que l'intermédiaire prenne 20 francs de commission en fait par kilogramme. Ça permet de faire que
le producteur vend immédiatement. C'est-à-dire, dès qu'on a l'acheteur, il dit son prix 270 francs, il a un intermédiaire qui met peut-être 20 francs, et on a directement le producteur qui met 250 francs, et puis c'est terminé. Donc techniquement, dans ce processus idéal, la commande se passe rapidement, parce que l'acheteur, lui aussi, il va voir la commande, et puis il va pouvoir, il va en fait, entre le moment où il a passé sa commande, et le moment où il est satisfait, en fait, il va avoir juste un claquement de doigts et puis tout est fait. Sauf que dans le cadre justement de l'écosystème qu'on a actuellement, qui est fait de multiples intermédiaires, ce prix de 270 ne sera jamais battu. Pourtant, en fait, le producteur est disposé actuellement à vendre à 250 francs. Mais étant donné que le gars qui a par exemple le contact de l'acheteur et qui a donc justement toute une chaîne d'intermédiaires, en fait, ils ne vont pas accepter de se partager les 20 francs par 4 ou 5 personnes. Et c'est ça le deal. Donc, au final, en ayant donc tout un écosystème où on a, au niveau des intermédiaires, et surtout qu'on a pas mal d'intermédiaires qui sont des intermédiaires qui ne réinjectent pas la valeur, qui ne réinjectent pas en fait la richesse qu'ils extraient justement de cette production-là dans la chaîne de valeur. Je prends un exemple clair. Si moi, en tant qu'intermédiaire, je gagne, disons, 100 millions par mois parce que j'achète le produit et je revends le produit. Si d'une façon ou d'une autre, je ne réinjecte pas cet argent dans la chaîne de valeur d'une façon ou d'une autre, c'est-à-dire je peux décider par exemple de dire, ok, je vais investir sur la plantation du producteur. Je peux décider de dire, ok, j'ai vendu du soja pour un producteur de soja qui est, je ne sais pas moi, en Ngaoundéré. Alors, je décide de prendre une partie de mon argent, investir par exemple sur un hangar. Je peux décider de créer un hangar à Ngaoundéré qui va permettre à tous mes producteurs de pouvoir mettre justement leur soja dès que c'est prêt dans mon hangar. Là, je suis en train de réinvestir de l'argent là-dessus. Par contre, ce qui se passe actuellement, c'est qu'on a justement des intermédiaires qui sont justement des gens qui ont leur contact. C'est des gens qui ont peut-être leurs immeubles à faire à Douala ou bien je ne sais pas trop quoi. Et puis, ils vont saisir l'argent, ils vont avoir une opportunité comme celle-là. Ils vont tout faire pour avoir, au lieu de 20 francs ou 10 francs, avoir 40 francs par kilogramme. Et ensuite, ils vont extraire ce truc, ils vont extraire justement cette manne-là et créer leur immeuble à côté. Ou alors lancer tout un autre business qui n'a rien à voir avec l'agro-business. Et c'est comme ça, en fait, que pendant des dizaines d'années, on a justement eu des intermédiaires qui viennent dans le truc pour faire un coup, le coup de leur vie, et puis après se barrer. Et c'est de là, en fait, qu'il est question, c'est de ça, en fait, qu'il est question, parce que dans le nombre d'intermédiaires qu'on a, on a effectivement des intermédiaires qui font leur business, qui sont des spécialistes de l'agro-business, depuis des années et qui comprennent l'importance de pouvoir réinjecter l'argent qu'on se fait dans les transactions de ce type-là pour permettre non seulement aux producteurs, puisque si je suis intermédiaire et que je gagne ma vie de cette activité-là et que j'ai l'intention de rester dans cette activité pendant un bon bout de temps, c'est très important pour moi que la relation que je crée avec le producteur soit une relation sur le long terme. Du coup, je suis intéressé d'investir une partie de l'argent que je gagne pour me rassurer que ma matière première qui est en fait le producteur, soit toujours vivante. Du coup, je vais avoir un autre état d'esprit qui est celui de me rassurer que le producteur a ce qu'il lui faut pour pouvoir me faire la prochaine livraison. C'est de ça qu'il est question. Par contre, ce qu'on constate dans l'activité au niveau opérationnel, c'est justement que on a un nombre juste trop grand d'intermédiaires, des gars qui sont des chasseurs de tête, des chasseurs de primes, tels qui vont juste venir et puis vont se faire 20 francs, 30 francs, allez hop, comme ça, sur 10 000 tonnes de soja, et puis boah, ils sont passés à autre chose. Donc, et ça, c'est le type d'intermédiaire qui est véritablement nocif pour la chaîne de valeur. Et c'est définitivement ce type de situation qu'on a sur le système, sur le terrain, et qui donne un sérieux coup négatif en fait dans le développement des différentes activités. Donc je disais qu'en premier, justement, le producteur perd parce que le temps qu'il a pour vendre sa production est plus long quand il y a beaucoup trop d'intermédiaires. L'acheteur, justement, c'est négatif. Pourquoi? Parce que si je suis un acheteur qui est en France, je regarde, j'envoie une demande aux Pays-Bas, j'envoie une demande, pardon, au Cameroun, j'envoie une demande en Côte d'Ivoire, j'envoie une demande au Ghana, j'envoie une demande au Nigeria.
et on me remonte en fait les prix. Mais les prix qui me parviennent, s'il y a beaucoup trop d'intermédiaires, c'est clair que les prix seront beaucoup plus chers dans certains pays. C'est aussi simple que ça. Moi, en tant qu'acheteur, au fil du temps, je constate qu'ok, peut-être le Cameroun est trop cher. Je ne sais pas pourquoi, mais ce n'est pas mon intéressement parce que de toutes les façons, j'ai la Côte d'Ivoire ou bien j'ai le Ghana qui me donne des prix directs, super bien structurés. Et donc, du coup, du côté de l'acheteur, en fait, il n'a pas accès à une matière première qui est pourtant en fait disponible. Mais seulement à cause du nombre d'intermédiaires, en fait, on vient donc faire exploser les prix. Et voilà, donc ça c'est le deuxième truc où on perd. Le troisième en fait où on perd, c'est tout simplement que si on a beaucoup trop d'intermédiaires et des intermédiaires qui ne sont pas des spécialistes en fait de la chaîne de valeur, ben, il y a de fortes chances que le Cameroun ne soit pas nécessairement une destination prisée. C'est-à-dire que à la limite, les gens vont venir au Cameroun quand ils n'ont pas le choix. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire peu importe que ce soit les acheteurs sous-régionaux ou les acheteurs internationaux. Et je vais même plus loin. Si on a une entreprise locale qui a besoin d'une grosse quantité de maïs, mais qui, à cause du système d'intermédiaires multiples, il reçoit des prix qui sont juste beaucoup plus élevés en fait que le prix par exemple à l'importation, ben, qu'est-ce que vous croyez qu'elle va faire? Bah, si je suis une entreprise qui consomme le maïs ou qui consomme du soja et je me rends compte que c'est plus facile pour moi d'acheter, ça revient moins cher pour moi en tant qu'entreprise d'acheter du maïs au Brésil ou je ne sais pas trop dans quel autre pays que d'acheter le maïs qui est local parce que peut-être des intermédiaires ont fait grimper le prix, qu'est-ce que vous croyez que je vais faire? Donc, techniquement, cette pratique en fait tue le business même de l'intermédiaire. Parce que l'intermédiaire, justement, en le faisant, il rend le produit difficile. Parce que justement, ceux qui ont la mentalité du court terme vont se dire, bah, moi, j'ai pas de problème. Si j'arrive à faire un coup où je me fais 30 francs sur 10 000 tonnes de soja, bah, c'est suffisant. C'est suffisant pour moi pour passer à un autre business. Et justement, ça, c'est le challenge qu'on a aujourd'hui. C'est un véritable problème qu'on a. Donc, voilà à peu près les 3 points négatifs de la façon d'interagir aujourd'hui dans ces différents, les différents segments justement de la chaîne de valeur. Maintenant, il y a une autre possibilité, c'est de faire les choses de façon relativement positive, d'avoir un impact concret. C'est-à-dire que en ayant des intermédiaires qui sont responsables, on a 3 avantages. En fait, tout le monde gagne. Tout le monde gagne. La première personne qui gagne, bien entendu, c'est le producteur. C'est-à-dire que si je produis mon soja et que je sais que j'ai la possibilité de vendre mon soja le jour de la récolte, parce que je fais mon projet, peut-être mon soja en termes comment je dis ça, de temps de production, peut-être le coût de revient. Okay? En termes de coût de revient, je fais peut-être mon soja à 210 francs. Et je décide de le vendre à 250 francs. Parce que j'ai envie de me faire 40 francs de bénéfice, moi en tant que producteur. Si je sais que je peux définir ce prix-là, et que justement j'ai un intermédiaire, ou peut-être 2 intermédiaires, parce que oui, les intermédiaires, c'est important. Le producteur n'est pas un gars qui va faire du lobbying, qui va faire de la vente, qui va faire machin nécessairement. Il y a des entités qui peuvent couvrir tous ces différents éléments-là. Mais en général, nos producteurs n'ont pas nécessairement le networking qui va leur permettre de facilement écouler leur production. Donc oui, il peut avoir un intermédiaire, il peut avoir 2 intermédiaires. Maintenant, quand on a donc structuré, quand on a des intermédiaires qui sont des intermédiaires qui travaillent sur le long terme, ils s'arrangent à ce que les marges qu'ils se prennent soient assez réalistes. C'est-à-dire que si je reste par exemple sur le cas du soja, si un producteur vend à 250 francs et qu'il y ait un système de commission, par exemple, de 10 francs par kilogramme, c'est pas si mal. C'est pas si mal, surtout si on est sur les grandes quantités. Dans le faisant, ça permet de faire que le soja puisse sortir le plus rapidement possible, que ce soit pour la demande locale, pour la demande sous-régionale, ou que ce soit pour la demande internationale. Ça permet justement de faire que le marché se passe de façon systématique. Et pour le producteur, quand un producteur sait que le temps de commercialisation de son soja est extrêmement bas, ça lui permet non seulement de pouvoir mieux s'organiser pour augmenter ses quantités de production, mais aussi sur le plan du financement, c'est beaucoup plus intéressant pour ces producteurs d'aller rencontrer une banque et de dire, voilà, quand je produis
1000 tonnes de soja, j'ai maximum une semaine pour l'écouler sur le marché. Ça permet de garantir, ça me permet de rassurer justement toute la chaîne de valeur. Et ça, c'est définitivement un truc qui va nous permettre de faire que nos producteurs passent d'une situation où ils sont en train de galérer à une situation où en fait, ils font du business véritablement. Donc, le producteur, dans ce sens, en fait, il gagne énormément quand on a des intermédiaires qui sont sérieux et qui pensent sur le long terme. La deuxième personne qui gagne justement, c'est l'acheteur. Comme je vous ai dit, qu'on soit acheteur sous-régional ou acheteur international et même local, l'entrepreneur, c'est l'entrepreneur. L'entrepreneur veut juste faire son gain, c'est tout. Donc, si je veux acheter du maïs, si j'ai besoin du maïs pour faire mon business, je vais juste demander, envoyer une demande, une requête dans 5-6 pays et je vais voir en fait c'est quoi les prix. Peu importe, si j'achète le maïs en Chine et que ce maïs me revient, venu par bateau, me revient moins cher que le maïs que j'achète localement, qu'est-ce que vous croyez que je vais faire? Bien entendu, je vais acheter où? Je vais acheter en Chine. C'est ça le mindset d'un entrepreneur. L'entrepreneuriat, c'est pour faire des bénéfices. C'est pas du sentimentalisme ou quoi que ce soit. Donc, du coup, quand on a des intermédiaires qui sont sérieux, ça permet, si moi en tant qu'entreprise, j'ai un intermédiaire qui me garantit un truc, une production à un prix raisonnable en se faisant. Parce que si l'intermédiaire a justement ce mindset de travailler sur le long terme et que justement, je travaille avec lui, sachant qu'en général, il se fait un peu d'argent. Le producteur se fait aussi de son argent. Et puis moi, je n'ai pas des prix d'intermédiation qui sont super explosifs. Ça me permet de garantir le marché local. Donc, je peux en ce moment donner un contrat permanent à mon intermédiaire de façon à ce que toute la production qui arrive me parvienne à un prix qui est raisonnable. Et ça, c'est définitivement l'intérêt pour l'acheteur. Donc, avec des intermédiaires qui sont des intermédiaires qui pensent sur le long terme, qui sont des personnes sérieuses dans la chaîne de valeur, ça permet justement aussi à l'acheteur d'être zen, de mieux s'organiser et bien entendu de pouvoir donner des contrats. Donc ça, c'est le deuxième win pour l'acheteur. Maintenant, de l'autre côté, on a le win pour l'intermédiaire. Parce que si je suis un intermédiaire, au lieu de me faire 40 francs sur 5 deals par an, c'est plus intéressant de me faire 20 francs sur une centaine de deals. Et c'est de ça en fait qu'il est question. Donc ça veut dire que moins la commission que je prends est grande, plus j'ai de bons deals avec des personnes, plus j'ai les chances d'avoir des deals solides, des contrats en fait avec de potentiels acheteurs. Donc, et quand on pense court terme, on a tendance à se dire je fais le maximum de marge aujourd'hui. Mais quand on pense, quand on pense court terme, en fait, on doit pouvoir, on a tendance à se dire ça. Pourtant, en fait, on peut gagner beaucoup plus en essayant d'avoir des marges qui sont raisonnables. Parce qu'en ayant des marges raisonnables, ça permet de faire que toute la chaîne de valeur gagne, en fait. Donc, et bref, c'est un peu ça, la situation qu'on a vécue cette semaine. Et on s'est retrouvé, justement, tenez-vous tranquille, avec 10 personnes qui étaient en fait des intermédiaires pour un même produit. Et il y en avait qui étaient en fait à la chaîne. C'est-à-dire qu'on a une personne A qui est venue dire qu'elle a besoin d'un produit. Et en fait, c'était qu'elle a été contactée par une autre personne B qui ainsi de suite. Voilà. Donc, et finalement, le prix, la variation de prix qu'il y avait juste parmi ces 10 intermédiaires était pratiquement de l'ordre de 60 francs. Et ça, c'est pour vous dire comment, en fait, la façon de fonctionner actuellement est au désavantage de tout le monde, en fait. À la fois du producteur, à la fois des institutions bancaires. Parce que si une institution bancaire est tentée d'investir dans le soja et qu'elle se rend compte qu'en fait, le producteur prend 1 mois ou 2 mois ou 3 mois pour épuiser sa production, c'est évident que ça devient un gros challenge, en fait. C'est évident que c'est pas attrayant, en fait. C'est pas vraiment un truc qui est attractif pour un investissement. Donc, ça, c'est justement un des éléments que je voudrais partager avec vous ce matin. Quel est votre avis par rapport à ça? Comment est-ce que vous sentez? Est-ce que vous êtes un intermédiaire dans un business, que ce soit dans l'agro-business ou ailleurs? Comment est-ce que vous pensez qu'on peut faire? Qui a cette responsabilité? Qui devrait avoir la responsabilité de mettre les choses à jour? Est-ce qu'on doit attendre le gouvernement? Est-ce que le gouvernement devrait d'abord faire quelque chose avant qu'on puisse améliorer? Si on tient compte du fait que si on ignore le gouvernement, ou bien si on veut se dire on travaille en attendant que le gouvernement se réveille par rapport sur cette question-là, qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait pouvoir faire?
devant ce type de situation, quelle est l'action concrète que nous, en tant qu'acteurs dans le domaine, dans les différents segments de la chaîne de valeur, qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait pouvoir faire pour pouvoir résoudre cette problématique et pousser le maximum d'intermédiaires à soit se professionnaliser ou alors soit carrément mettre sur pied un mécanisme qui permet de rapidement identifier et éjecter tous les intermédiaires qui sont des hunters, on va dire comme ça en fait. Donc, laissez tous vos avis et vos réactions justement en commentaire. S'il y a des éléments que vous souhaitez avoir comme complément, peut-être que j'ai dans le flow de la discussion ou bien du commentaire, j'ai peut-être omis un certain nombre d'informations. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et puis je me ferai un plaisir de répondre. Je vous souhaite donc de passer une excellente journée. N'hésitez pas à liker et puis abonnez-vous à la chaîne. On va avoir de plus en plus de contenu de ce type. Partagez ici le maximum d'expérience sur nos activités sur le terrain pour vous permettre justement de faire votre business mieux et éventuellement de saisir une opportunité qui vous parle selon votre domaine d'activité. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et à très bientôt.